Bonjour à tous. Alors une petite vidéo pour en complément de la vidéo que j'avais sortie il y a un mois de ça concernant le moteur de jeu, le premier moteur de jeu d'IA développé par Microsoft, dont le modèle s'appelle WAM. J'avais fait quelques erreurs et approches en fait par rapport à la méthode utilisée. C'est un modèle qui est nouveau et donc que je découvrais aussi en même temps un petit peu de faire cette vidéo démo et d'explications techniques. Je vais pas l'enlever parce qu'elle décrit assez bien en fait le modèle, mais en revanche je vais un petit peu revenir sur certaines notions, certains termes que j'ai évoqués qui étaient erronés et qui étaient en plus marqués dans la fiche Hugging Face, donc je vais revenir un petit peu sur mes erreurs, mais du coup aller plus loin aussi parce que j'ai compris certaines choses. En fait, le soir même, je me suis remis sur le modèle et je me suis dit non, il y a des choses, je n'arrive pas à comprendre en fait où était la finalité derrière l'outil, etc. Et je me suis dit, je vais creuser. Donc pendant environ une heure, 2 heures même, j'ai creusé à fond le modèle. Je crois que c'était quand je me suis couché, il devait être 2 heures du matin. J'avais déjà fait la vidéo depuis 4-5 heures et là j'étais encore dessus parce que il y avait, enfin quand je suis sur un sujet qui me questionne, j'aime bien vraiment l'appréhender et aller un peu plus loin même que simplement comme ça en survolant. Donc je vais revenir là-dessus. Donc déjà j'avais fait quelques petites corrections dans le commentaire de la vidéo, à savoir donc que le jeu s'appelle Bleeding Edge. Il a été fait par le studio Ninja Theory. Ça rappelle évidemment un petit peu les jeux type League of Legends ou autre, où on a un jeu multijoueur avec beaucoup d'interfaces utilisateurs. Hein. On voit qu'il est un petit peu sursaturé. On a de l'action, on a de l'interaction entre utilisateurs, etc. Donc si on reprend la fiche du modèle, ils le précisent assez bien. Ils disent qu'en fait toutes ces données elles ont été entraînées sur parmi 27 990 joueurs, donc 28 000 joueurs. 28 000 joueurs qui ont confié ces données à la boîte Microsoft pour réaliser ce modèle, qui est un encodeur-décodeur. On a vu ça dans une autre vidéo de la chaîne où j'ai expliqué justement le principe des GAN. Donc là c'est une petite variante du GAN où on va effectivement entraîner le modèle d'IA à comprendre ce qu'est une image du jeu vidéo, et donc comme on avait vu dans la vidéo précédente par rapport aux actions qu'on va réaliser avec la manette, et ben ça va réaliser telle ou telle action. Donc on va modifier l'image de telle ou telle manière pour faire réagir un personnage virtuel à l'intérieur du jeu vidéo. Encore une fois, le jeu vidéo en lui-même est entièrement simulé par l'IA, ce qui veut dire que les notions d'environnement derrière, bah, ça va dépendre de la qualité du modèle. Il y a pas de ressources externes, il n'y a pas d'import de ressources à côté. C'est vraiment le modèle qui est capable de modéliser ce qu'on verrait si on jouait réellement à un jeu vidéo. Voilà, il simule le jeu vidéo, il simule l'interface. Et on va voir comment ça fonctionne et ce que j'ai assez mal expliqué dans la vidéo. Enfin, mal expliqué. J'ai mal interprété en fait dans la vidéo précédente et qui est essentiel, crucial pour utiliser réellement le modèle WAM tel qu'il est conçu aujourd'hui. World and Human Action Model, et le nom en lui-même est finalement très explicite par rapport à ce qu'on peut en faire. Déjà World, ça veut dire qu'il y a l'univers du jeu qui est derrière. Human Action, ça veut dire que c'est l'action humaine qui va interagir avec l'univers. Et donc modèle, évidemment, on est dans un modèle d'IA. Rien que le titre est déjà assez explicite en fait dans son approche. Première des choses à noter. D'abord, effectivement, je me suis trompé, oui et non. C'est aussi un intérêt de tester ce modèle sur d'autres types de jeux. Donc j'avais essayé de mettre Baldur's Gate 3, j'avais essayé en Team Fortress. Évidemment, le rendu, ça s'était caché rapidement. Il y avait l'interface principale du jeu sur lequel ça a été entraîné qui apparaissait au-dessus. Et donc ça gâchait évidemment le rendu. On le voit sur cette fenêtre-là. J'ai essayé de sauter en face de la porte, toute l'interface commence à disparaître pour revenir à l'interface du jeu original, donc Bleeding Edge. Et donc c'est pas possible finalement de sortir de ce jeu, d'aller dans un autre jeu. Donc ça c'est le premier truc qui était indiqué dans le paper que j'avais pas lu avant et qui est super important. Autre chose importante, c'est de l'action sequence.
L'action sequence, on va y revenir juste après, c'est cette notion de contexte. C'est-à-dire que quand on utilise un LLM, les premiers LLM qui sont sortis, je parle de GPT-2 et lequel y est arrivé avant, il y a eu Mistral aussi. Donc des modèles de LLM qui étaient sortis au tout début, il fallait énormément prompter, il fallait énormément préparer le contexte pour qu'il y ait une discussion intéressante en fait avec l'IA. Et là, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans la démonstration que je vous ai faite, j'avais enlevé des éléments séquences, j'avais enlevé en fait du contexte, et ça me donnait des qualités qui n'étaient pas celles qui étaient sur ces captures d'écran qu'on voit ici. Donc j'ai réussi à les faire, j'ai réussi à refaire ce qu'on voit ici, et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Et donc cette notion d'action sequence est super importante effectivement pour utiliser ce type de modèle. Ensuite, on apprend plus bas les limitations techniques qui sont déjà vues par le modèle, enfin, par Microsoft. La taille du contexte, donc c'est de 10 secondes. Alors là, on parle pas de longueur, mais on parle bien de temps dans un time-lapse. Et évidemment, la résolution de 300 pixels par 180, alors qu'il y a une grosse limite, je trouve, surtout sur une taille de modèle qui est quand même assez important. Enfin, au niveau de puissance de calcul, ça nécessite quand même une bonne machine. Donc c'est vrai que 300 à 180, on voit déjà une première limite du modèle actuel. Bien sûr, j'imagine qu'à l'avenir, on va pouvoir faire la même chose, mais sur du 1980 par 1600, ou voir des résolutions au-dessus à 700, oui, enfin en 4K, peut-être en 8K, en 16K, je sais pas, avec une fréquence peut-être de 60 FPS ou plus. Voilà. Après, ce qu'ils disent aussi, c'est que la génération d'images et de contrôle peuvent être incorrectes ou non reconnaissables. Donc ça, on l'avait vu ensemble, effectivement. On voit pas toujours le personnage réellement. Et le temps d'inférence peut être très lent, donc pour effectivement du temps réel, on a vu que c'était pas utilisable en temps réel pour l'instant. Donc ça, c'est une limite du modèle, et effectivement, c'est correctement décrit par la fiche technique. Donc ils en ont bien entendu conscience. En dehors des biais, ça c'était un petit trigger warning qu'il y avait au-dessus de l'interface qui disait que ça pouvait être violent. Donc ça, c'est un petit peu les limites actuelles du modèle, et ils en ont bien conscience. Donc ma critique était en soi valable, mais il faut bien voir que l'équipe en est consciente de ces limites-là. Voilà. Ensuite, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le modèle, parce que je me suis vraiment questionné sur comment refaire les exemples. Et en fait, quand on fait Open Examples, donc on va choisir une image, par exemple celle-là. En fait, on a 10 images, 10 images du time frame qui correspondent en fait au début. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a l'action sequence, c'est-à-dire que chaque image a ici un joystick associé. C'est-à-dire que le fait d'avancer, ça génère cette... là, par exemple, il va à droite. Alors, un meilleur exemple peut-être celui-là. Non, ouais, celui-là, c'est un mouvement. Ouais, on va prendre une autre image, ça sera mieux, je pense, parce que là, c'est pas terrible. Ah, zut. Alors, ouais, ça, c'est le problème de cette interface, c'est que il faut supprimer les séquences à la suite. Voilà. Donc là, voilà, par exemple, ici, on a la gâchette Alors, je ne sais pas si c'est de l'attaque ou de la défense. Alors, j'ai pas joué au jeu entre-temps, je postule surtout sur l'idée que l'image qui va être associée à la séquence d'action va permettre en fait d'orienter le contexte de génération de l'IA, du modèle d'IA. C'est-à-dire que ce n'est pas ici un contexte, une fenêtre de contexte comme on a l'habitude avec les LLM, c'est une fenêtre de contexte sur les anciennes séquences. Et le fait de mettre 10 images, 10 éléments d'une séquence, ça prépare en fait le modèle à correctement générer la suite. Et là, donc, j'ai fait un petit exercice d'utiliser donc évidemment les formules d'exemple. Non, c'est pas celui-là qu'il fallait charger. C'est Timeline JSON. Donc, on va prendre l'autre. On va prendre Facility Map. Celui-là. Voilà. Donc, on va avoir la séquence qu'on a initiée au début. Donc ça, c'était la séquence au départ, les 10 premières
les 10 premières images, et après c'est celles que j'ai générées via le modèle, donc le modèle que vous avez vu sur Vast AI. Donc j'ai relancé le modèle évidemment dans une autre instance, et ça donne ça. Alors on va l'accélérer, et j'en ai fait une capture, un GIF, pour qu'on en voit plus clair. J'avais lancé à côté. Ouf, mon PC est lent tout d'un coup. Donc voilà. Quand on réduit la taille, alors oui, je vais mettre un petit peu plus quand même. Quand on réduit la taille et qu'on anime effectivement chaque séquence, là on a effectivement la qualité attendue par le modèle. Donc là un personnage qui saute. À un moment de la séquence, dans celui-là, on voit ici, on voit un personnage et il disparaît. Donc là on voit que c'est un bug. Hein. Ça, c'est une des limites du modèle. On voit un personnage et il disparaît tout d'un coup, hein, il disparaît de l'écran. On a l'habitude avec les modèles génératifs d'images comme Midjourney au début, ou Stable Diffusion, c'est qu'il y a des endroits de l'image où on a plusieurs doigts, où il y a des choses qui disparaissent. Donc là, on est un peu dans le même cas. Donc ça, c'est une autre séquence. Tac, voilà. Un personnage qui prend une moto, qui fait le tour. Donc évidemment, ces images, elles ont pris du temps à générer. J'ai quasiment mis peut-être pas une heure, mais ouais, une quarantaine de minutes pour générer toutes ces séquences. Donc là, on n'est vraiment pas sur du temps réel. Ça, c'est vraiment une limite. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, alors oui, ça c'est un autre exemple que j'aimerais expliquer après. Mais on voit qu'effectivement, quand on prépare le modèle avec les séquences et l'association d'actions, on prépare le modèle à correctement prédire les séquences suivantes. Alors il faut voir ça en fait comme un outil qui va arriver à prédire l'avenir, mais on fait intervenir une entrée, l'entrée utilisateur, pour modifier la prédiction sur l'avenir. Il faut voir ça comme ça. C'est-à-dire que le fait d'agir avec son joystick sur la scène en cours va modifier le cours du temps, le cours de la mini-vidéo qui est en train de se produire. Parce que si on n'agit pas techniquement sur la vidéo, sur ce jeu simulé, eh ben la vidéo va continuer comme si c'est sans interaction avec l'utilisateur, comme quand nous on regarde un film. Donc c'est très important cette notion de contrôleur. J'avais un peu trop survolé dans la première vidéo, j'avais dit oui c'est pour débugger. Non, c'est plus que pour débugger, c'est aussi le contexte. C'est ce qui permet à l'IA de générer la suite des séquences. C'est super important. Ça, c'est l'action sequence. Alors du coup, j'ai fait un exercice intéressant, à mon sens. Hein. Donc j'ai pris par exemple celui-là. Ah punaise, à chaque fois il me recrée les séquences. Je vais relancer le logiciel histoire que ça vide les. À moins qu'il y avait un bouton, mais je l'ai pas trouvé. Donc je vais ouvrir la timeline, le snake. Je me suis dit, j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout, de tester vraiment. Donc j'avais lu entre-temps ce qu'il y avait écrit sur le paper, j'ai bien compris que ça devait pas sortir du jeu, et je me suis dit, qu'est-ce que ça fait si moi je prépare 10 séquences d'un jeu Snake bateau? Qu'est-ce qui se passe quand on prédit la suite? Et là on voit en fait directement, dès que j'ai fini ma séquence, tac, on a de nouveau l'écran du jeu de base qui réapparaît. Et alors c'est assez amusant parce que on voit ici qu'il a repris la notion de grille qu'il y avait là et qu'il a réussi à l'introduire dans le jeu de manière cohérente, comme si c'était un effet d'action réalisé dans le jeu, un effet d'une action utilisateur, comme une explosion d'une bombe ou un effet spécial particulier. Il a repris ma modélisation ici et l'a réinterprété de façon à l'incorporer dans le jeu qui a permis l'entraînement de ce modèle. Donc c'est super intéressant, et puis après évidemment on rebascule sur le jeu de base avec la prédiction des séquences au fur et à mesure. Alors évidemment il prédit moins bien, et c'est ce qu'on avait vu ensemble, c'est que moi j'avais enlevé sur les 10 séquences, j'en avais gardé qu'une, et du coup ça prédisait très mal la suite. On avait une moins bonne qualité sur l'ensemble, alors que là, comme vous avez pu le voir dans mes gifs animés, on a quand même une cohérence, quoi. Alors moi j'aime bien le réduire un peu pour avoir une qualité un petit peu plus propre, voilà. Étant donné que la taille d'image pour l'instant est pas suffisante à mon goût, pour un jeu en tout cas.
Mais voilà, on voit quand même un résultat qui est correct, qui est plus que correct même, pour un modèle qui est en cours de développement. Je tenais vraiment à refaire cette vidéo pour expliquer ça, et expliquer la mécanique. Et donc si on anime ce snake, voilà, on a mon snake qui s'anime, plop plop plop, et après on repart dans le jeu. Et là, comme vous voyez, la qualité du jeu est beaucoup moins bon que dans les deux autres séquences. Voilà, donc c'était un cas pratique intéressant, je trouve, qui évidemment, ben, c'est encore en cours de développement, donc va falloir voir à la suite qu'est-ce qu'ils vont faire, quel développement ils vont faire pour. J'ai vu dans l'explication qu'ils avaient vraiment la volonté au départ de voilà, l'intention c'est de l'utiliser pour un gameplay général. Mais le problème, c'est qu'effectivement, là, on est dans le cas du jeu Bleeding Edge et on en sort absolument pas. On ne peut pas en faire autre chose. Voilà. On notera les watermarks. Je crois que j'en avais parlé rapidement, mais watermark qui permet du coup de savoir que c'est une image qui a été générée par IA. J'en avais parlé dans une vidéo précédente sur les limites. Il faut effectivement que les gens sachent ce qu'est une image générée par IA ou créée par un humain. Donc c'est important d'avoir des watermarks. Alors, bon, il y a le côté commercial, hein, mais aussi de savoir si ça a été généré par une IA ou effectivement on est sur du contenu qui a été fait dans le cas d'un vrai jeu, on développe le jeu entièrement. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Si vous l'avez pas encore essayé, n'hésitez pas, dans les descriptions, j'ai mis les liens, le lien du modèle, le lien vers VastAI, les commandes à utiliser. Vous avez quasiment juste à copier-coller les commandes et vous aurez le modèle. Je l'ai refait après la vidéo, donc je l'ai refait entièrement. J'ai juste réexécuté les commandes et c'est tout. Hein. J'ai pas du tout modifié quoi que ce soit dans les opérations. Donc je vous recommande, voilà, de le tester de vous-même, de voir où ça nous mène. J'ai peut-être raté aussi d'autres limites ou d'autres choses que j'aurais pu optimiser la qualité derrière de la génération, hein, de ce côté pratique où on a une séquence qui continue. Faut voir ça comme une trame générale et l'interaction, le prompt de l'utilisateur va modifier cette trame pour en créer une nouvelle. Un peu comme si on dupliquait la réalité, on était dans une réalité parallèle et que cette réalité parallèle dépendait de notre choix, de nos actions sur un joystick. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et j'espère aussi que vous comprenez aussi mieux les limites et les possibilités que nous offre ce type de modèle qu'on va voir au fur et à mesure émerger probablement par d'autres services, peut-être même des boîtes comme DeepSeek qui ont creusé le fossé avec les LLM sur le côté cognitif. Et peut-être aussi sur le côté multimodal, il y aura peut-être quelque chose du son qui va se rajouter pour avoir un vrai contenu de jeu vidéo, hein, du son, du texte peut-être, derrière peut-être un contexte textuel aussi, de savoir comment modifier le jeu de manière mécanique, système. Parce que évidemment les règles de l'univers doivent évoluer au fur et à mesure de l'avancement du personnage. Ça, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, où il faut que le jeu vidéo ne soit modifié en plus que pas seulement par l'action utilisateur, mais également par le choix que veut donner le jeu. De dire je fais intervenir à ce moment-là un personnage dans le jeu, donc je vais modifier l'affichage. Là on est entre la mécanique du jeu vidéo et l'affichage du jeu vidéo. Donc c'est super intéressant cette abstraction puisqu'on peut avoir la main finalement sur tout à partir du moment où on a correctement entraîné les éléments séquences, comme on a vu, entre l'action et la réalisation, le rendu final d'une image. Mais il y a encore du chemin à faire puisqu'on n'a pas encore du temps réel et ça nécessite de la puissance de calcul. Voilà, pour continuer. Merci beaucoup et puis je vous invite à revenir sur la chaîne dès que vous voulez et échanger et partager cette vidéo si elle vous a plu et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ça.